Eh ben bonjour à tous, ça marche Ça marche. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pendant une heure d'échanger autour de l'architecture de l'information, forcément, mais également au niveau de tout ce qui est ergonomie, qui sont quand même des champs très proches. On va justement essayer de voir en quoi ces disciplines sont proches, et puis pour travailler quelque chose qui est très à la mode, qui s'appelle l'expérience utilisateur ou consommateur, et que on a parfois tendance à soit à imaginer avec une approche qui va au-delà de ce qu'est la réalité, et enfin, je pense qu'il y a pas mal de mythes autour de ça. Donc voir qu'au final, il y a des règles assez simples pour produire une bonne expérience utilisateur, que ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Et pour le coup, ces facteurs-là, nos métiers, les architectes de l'information, les ergonomes, il y a d'autres métiers bien évidemment qui rentrent en compte, mais participent pleinement à la mise en place d'une expérience utilisateur qui soit positive et mémorable chez les personnes qui utilisent nos produits ou nos services. Alors, ça marche, super. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertrand Cochet, je travaille chez Wax Interactive, qui est une entité de SQLi Group, donc sur l'agence de Lyon. Je m'occupe également de l'équipe design et ergonome depuis janvier, donc ce qui me permet aussi d'avoir une vision un peu plus large de simplement l'application de l'ergonomie auprès de nos clients et prospects. Et en parallèle de ça, donc, je participe à des prises de parole comme aujourd'hui, et j'organise également des événements via l'association qui s'appelle FLUPA, qui est donc une association de promotion de l'expérience utilisateur, qui est une dépendance de l'association internationale UXPA. Et donc chaque année, il y a à peu près 3-4 événements qui ont lieu. Le prochain a lieu le 11 mars. Je me permets de faire un petit peu de publicité. A lieu le 11 mars. On n'a pas encore le lieu, mais c'est Jordan Navarro qui intervient à l'université, qui va venir nous parler de la cognition, sur tout ce qui est relatif au numérique. Donc je pense que ça va être un moment assez intéressant, avec justement des vues très universitaires et en même temps une approche vraiment liée à l'expérience et au concret. Voilà, il y a d'autres événements à venir, mais on pourra en parler plus tard. Alors le sommaire, assez court, on est là pour une heure. Après l'introduction, on va regarder dans quelle mesure effectivement les deux disciplines, l'ergonomie et l'expérience utilisateur, se ressemblent ou pas. Et puis parler d'une approche que je vais développer juste après, qui est de dire que nos métiers au final sont pas forcément très bien connus et peut-être encore moins reconnus, et qu'il y a peut-être des actions à mener autour de ça. Et tout ça avec ce fil rouge qu'on va voir tout au long de la présentation, qui est à la poursuite de cette fameuse expérience utilisateur, qui est peut-être un Graal, peut-être juste un... Alors aujourd'hui, il n'y a pas assez de soleil pour ça, mais juste peut-être le trésor qu'il y a au pied d'un bel arc-en-ciel, où c'est une vraie réalité. Donc on va voir ça. Donc en introduction, je me posais la question de qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui dans notre activité. C'est pour moi avant tout des activités exploratoires. Il y a une autre dimension, c'est effectivement l'approche ours polaire. Parce que je pense qu'ici tout le monde connaît le fameux Polar Bear, qui est sur les 3 éditions des livres de Rosenfeld et j'ai oublié son nom, et Morville. Voilà, donc j'ai mis ça parce qu'une journée mondiale de l'information, c'est super. Super parce qu'aujourd'hui, ça nous permet d'être tous présents ensemble à un même endroit, de pouvoir discuter de la profession, de pouvoir faire des ateliers, de pouvoir aller plus loin, et puis développer notre réseau. Mais en parallèle, tout comme on a une journée mondiale de l'utilisabilité, je ne peux m'empêcher de me dire que c'est aussi peut-être parce qu'on manque un peu de notoriété, on manque de connaissances et de reconnaissance de notre métier et de ce qu'on fait. Tout le monde, quand on se présente
en tant qu'architecte de l'information, en tant qu'ergonome, une personne qui n'est pas du métier va avoir une vague idée de ce qu'on fait, mais pour le coup peut-être un peu trop vague. Donc si on regarde un petit peu, de tout temps, en fait, l'être humain a été amené à s'organiser pour pouvoir vraiment catégoriser et organiser les informations qu'il avait autour de lui. Alors qu'il avait autour de lui, mais bien évidemment qu'il avait en lui, puisqu'il avait notre cerveau analyse tellement de données à la minute que pour pouvoir résister, pour pouvoir vivre, échanger, interagir, il est obligé de filtrer, d'organiser. Donc en fait, a priori, on fait une simple projection de ce qu'on organise à l'intérieur de nous vers l'extérieur pour pouvoir se retrouver. Et donc ça, on le retrouve bien évidemment avec la bibliothèque, où là on rentre, ce que je présentais juste avant avec une organisation de Pierre Levé à Carnac, s'applique bien évidemment à la structure même du langage. Il a bien fallu le mettre en place, l'organiser pour qu'il y ait une compréhension commune. Mais on reste sur des éléments qui sont relativement simples en termes d'artefacts. Le livre, on commence déjà à entrer dans une dimension un peu plus complexe. Bien évidemment, au regard de l'informatique, on est loin d'être aussi complexe, mais mine de rien, il est important de commencer à nommer les éléments. Il faut bien les nommer pour pouvoir les identifier. Quand vous avez des centaines d'ouvrages, il faut pouvoir savoir à quoi ils correspondent. Et puis, il faut également les classifier pour pouvoir les retrouver. Parce qu'il n'y a rien de pire que de connaître un ouvrage disponible quelque part et de ne pas arriver à mettre la main dessus. Tous ces éléments-là, ça participe à une vraie distribution sociale de la connaissance. Distribution sociale au sens que on peut accéder à la connaissance d'autrui sans avoir la personne en face. Contrairement, par exemple, à l'université où vous êtes dans un face-à-face qui vous transmet de l'information et vous pouvez éventuellement interagir avec. Là, à travers ces éléments-là, c'est beaucoup plus délicat. Un livre ne parle pas, mais nous enseigne. Si on va un peu plus loin, on est là en 45. Juste pour parler de l'illustration, on est en 45. Ça fait 3 ans que l'informatique est née officiellement. Et on a une personne qui s'appelle Bush, qui est un informaticien, enfin un pionnier de l'informaticien, et qui invente donc effectivement le MEMEX, qui est donc une machine qu'il imagine comme ça au vu des premiers éléments d'électronique qui sont à sa disposition, et qui lui permet, c'est une machine qui doit permettre à l'utilisateur de pouvoir lire des livres, donc de manière numérique, on ne les voit pas, c'est sur microfilm, et également de pouvoir visionner des films. Et là où il est allé beaucoup plus loin, donc vraiment on est en 45, l'informatique, elle est vraiment à ses balbutiements, c'est qu'il commence à créer des ponts entre ce que peut visionner la personne sur un film et par exemple un livre qu'il voit. En gros, il a inventé dès 45 le principe des tags qu'on retrouve aujourd'hui pour pouvoir créer un maillage entre contenus. Tout ça pour dire qu'il faut quand même attendre 73 pour avoir les premières interfaces graphiques proprement dit. Là, il avait déjà commencé à imaginer vraiment une interface avec une interaction tactile sur l'écran. Et tout ça pour dire que, alors, il a participé grandement à l'arrivée d'innovations, notamment toute la dimension de souris, etc., qu'aura créé Engelbart quelques années après, mais également la notion d'hyperlien qui va arriver dans les années 67 avec Ted Nelson. On attend quand même 20 ans, mais Ted Nelson a reconnu que c'était grâce à cette machine qu'il avait eu l'idée de pouvoir concevoir quelque chose qui, d'un point, nous permettait, via une interaction, d'aboutir à un autre point. Donc, il faut bien s'organiser avec la montée d'éléments qu'on a à notre disposition. Il faut les gérer. Et pour pouvoir les gérer, un peu à l'image de la bibliothèque, il faut pouvoir retravailler, repenser les systèmes de navigation. Quand on est sur des éléments simples, il n'y en a pas besoin. Par contre, plus on rentre dans la complexité, plus il faut faciliter justement cet accès à la connaissance, et plus il faut simplifier.
Donc ça, j'ai pas traduit volontairement, mais je pense que tout le monde ici est parfaitement bilingue français-anglais à minima. L'idée, donc, c'est Wurman, c'est la première personne qui a parlé d'architecture de l'information. Il l'a fait, il me semble, en 1976. Donc ça, on se rapproche, là c'est un peu plus récent. Wurman était quand même architecte à la base, architecte physique, mais il est également designer, graphiste, et c'est face à l'augmentation justement de ces données et avec l'avancée au niveau des technologies qu'il s'est mis vraiment à estimer que pour pouvoir s'organiser avec ça, il fallait mettre en place des outils et des méthodes pour pouvoir structurer de façon rigoureuse tous ces éléments-là. Et puis là, on est 3 ans plus tard. On est en 81, c'est les premiers ordinateurs, alors les premières IHM pour des ordinateurs grand public, je précise, il y en avait déjà bien avant, mais vraiment des ordinateurs à destination, on va dire, professionnelle, où les utilisateurs de ces interfaces étaient en général les concepteurs eux-mêmes des interfaces. Là, on s'ouvre sur le public. Quand je mets grand public, c'est pas forcément réel, puisque à l'époque, rien que cet ordinateur, qui est un Xerox, coûtait 15 000 $. Ça a été un échec total. Apple, qui a copié à peu près le même modèle 2 ans après, sort un modèle qui s'appelle Lisa Plus pour du grand public, justement, bien moins cher, mais ça a été un échec complet également. Donc, comme quoi, c'est vraiment les débuts des IHM et des ordinateurs grand public. Mais une chose est sûre, c'est que ça oblige de revisiter complètement les règles d'interaction. Alors pourquoi les règles d'interaction ? On est tout d'un coup, on sort de notre milieu physique où on a une zone manipulatoire. Là, si je veux avoir accès au livre qui est juste devant moi, je sais que j'ai à me déplacer, attendre le bras, et je le prends, je le saisis. C'est quelque chose que j'ai expérimenté depuis que je suis tout petit. En revanche, sur les IHM, alors c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque où c'est né, beaucoup de gens ont été amenés à manipuler ces outils sans avoir du tout la pensée formatée pour pouvoir comprendre comment ça marchait. Et donc ces règles d'interaction ont vraiment dû être complètement retravaillées pour s'adapter non seulement à la cognition humaine, sans quoi ça ne marchait pas. Alors il y avait déjà du travail de fait et embarqué bien évidemment, mais il fallait quand même intégrer toute cette dimension que tout d'un coup, si je veux ouvrir un livre qui se trouve sur mon ordinateur, je dois utiliser un pointeur qui n'est pas ma main, qui est une extension de ma main, qui s'appelle une souris, ou aujourd'hui qui est juste, pour le coup, mon doigt, mais qui, quand même via une vitre qui me permet d'accéder à l'élément. Et de pouvoir le manipuler, mais un livre, je sais que sur cette approche-là, j'ai qu'à tourner les pages, c'est assez simple, je l'ai en main, je peux me repérer avec la pagination, et tout d'un coup, sur un document électronique, on se retrouve avec, en général, une navigation verticale, on va se déplacer dans un sens différent. Enfin voilà, c'est vraiment une nouvelle approche qui a obligé vraiment de retravailler l'ensemble des points de détail pour permettre à tout le monde d'avoir un accès facilité aux informations et de pouvoir l'utiliser selon ses besoins. Donc, ça, c'est vraiment des éléments qui me semblent importants au regard de nos métiers. C'est que sans le travail réalisé par des architectes de l'information, sans le travail réalisé par des psychologues ou des sociologues, puisqu'à l'époque, les ergonomes n'existaient pas, on ne serait jamais arrivé à ça, et donc on ne serait pas aujourd'hui avec nos ordinateurs, nos smartphones, nos tablettes. Alors un point que j'aime beaucoup justement chez Morville et Rosenfeld, tiré de leur livre, c'est que pour eux, une chose est sûre, c'est qu'en fait on est tous des bibliothécaires. Et si on regarde bien avec ce que je vous ai présenté, je pense qu'ils ont complètement raison, dans le sens où on est soumis à gérer énormément d'éléments, pas forcément des livres au sens premier du terme, mais en fait des documents, des données, des connaissances, et que pour pouvoir les gérer
avec efficience, eh ben, on est obligé de passer par un certain nombre de faits et d'organisations et d'outils pour pouvoir gérer ça correctement. Juste par rapport, je vous parlais de Wurman, donc qui en 1976, le premier commence à utiliser le terme d'architecture d'information. C'est vrai qu'il faut attendre 20 ans pour que ressorte ce terme, justement par ces deux auteurs, qui c'est grâce à eux essentiellement, enfin ils sont loin d'être les seuls à avoir travaillé sur l'architecture de l'information, mais c'est grâce à eux qu'on entend quand même beaucoup plus parler. Si on regarde au niveau de l'ergonomie, donc pour ceux qui ne les connaissent pas, on a Nielsen à gauche, Norman à droite, qui sont pareils. Initialement, c'est des psychologues qui ont travaillé autour de l'ergonomie et donc qui sont devenus aujourd'hui des ergonomes. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Potentiellement, ici, on va plus s'orienter sur toute la notion de bien-être et de performance. Non pas que l'architecte de l'information ne le fasse pas, mais on va aller appuyer sur des points un peu différents. Et comme je disais, à l'origine, les outils qui sont utilisés viennent vraiment de la psychologie et de la sociologie. Ça, il faut compter à peu près 30-40 ans d'expérience, de recherche, qui ont permis aujourd'hui à aboutir à l'ensemble des lois qu'on applique, à l'ensemble des standards et des principes qui nous permettent, et des outils qui nous permettent justement de déployer une bonne expérience utilisateur ou un minima, en tout cas une bonne utilisabilité. Un autre point important, c'est qu'on travaille vraiment sur la tâche et le contexte. C'est d'ailleurs un des enseignements de l'utilisabilité. Et la tâche et le contexte, aujourd'hui, en fait, on peut parler plutôt de tâche au pluriel et de contexte au pluriel, qui s'adapte également aux nouveaux usages. Donc ça, c'est quelque chose qui nous oblige, nous, vous et nous, tous, selon nos profils, à vraiment nous adapter en permanence, à vraiment comprendre comment tout ça fonctionne, comment également les utilisateurs ce qu'ils viennent chercher, ce qu'ils attendent et les tâches qu'ils viennent effectuer justement avec cette redéfinition des usages. Et puis pour aller plus loin, aujourd'hui, grâce à la technologie, on arrive donc on a toujours avec notre tâche, notre contexte, nos nouveaux usages, mais l'innovation technologique amène à nouveau une nouvelle approche. On est sur des supports différents. On assiste à une réduction quand même assez fondamentale de la taille et de la quantité d'informations qui sont proposées sur les interfaces. Parce que justement, on n'a pas forcément besoin, on n'est plus sur des IHM classiques, on n'a pas forcément besoin d'en avoir beaucoup. Et c'est là où justement le travail de l'architecte, de l'information et de l'ergonome sont extrêmement importants. C'est qu'à surface réduite, à quantité de données réduite, il faut vraiment qu'on aille à l'essentiel et que si le travail n'est pas bien effectué, on peut avoir la meilleure technologie possible, on peut avoir la meilleure idée, le dispositif qui sera créé pourra juste partir à la poubelle pour des points de détail comme ça. Donc vraiment, pour moi aujourd'hui, ce qui est important de voir, et je l'exprime parce que c'est pas du tout ce que j'assiste, enfin ce à quoi j'assiste dans mon quotidien, c'est pour moi une bonne interface ergonomique sans archi d'infos, c'est une véritable aberration. On peut le voir, je pense que tout le monde, pour ceux qui sont en activité, ont pu rencontrer des cas comme ça. On peut avoir une très très belle interface, vraiment avec une bonne utilisabilité. Si l'archi d'info a mal été faite, on sait que ça ne marche pas. On sait que l'utilisateur n'arrivera pas à interagir suffisamment avec et n'arrivera pas à produire son activité. L'inverse est bien évidemment également valable. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire maintenant, on est quand même relativement proche au niveau de ce que j'ai présenté, de cette rapide histoire entre nos deux métiers. On aborde les choses quasiment de la même manière. On travaille sur les sciences cognitives, on travaille sur la technologie, on travaille sur la créativité. Donc ça, c'est vraiment des points communs
qu'on a. Et un point vraiment le plus commun qu'on puisse avoir, c'est justement que la télécommande ne marche plus. C'est justement l'utilisabilité. Donc je vous ai mis la norme, mais pour le coup, c'est pas le plus important. Ce qu'il y a à retenir, c'est que on a cette notion d'utilisateur que l'on a en commun. Et utilisateur au sens vraiment général du terme. L'avantage avec l'anglais, c'est qu'on peut parler de people, parce que ces gens-là, c'est tout le monde. C'est aussi bien les utilisateurs qui vont concevoir le dispositif que ceux qui vont l'utiliser. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier quand on crée un dispositif expérientiel. C'est qu'on pense souvent aux utilisateurs finaux. Quand on arrive à bien les identifier, c'est idéal. Mais on oublie souvent ceux qui sont au milieu, ceux qui sont porteurs de l'expertise, tels que nos clients, et qui, eux aussi, vont avoir à manipuler le service ou le produit qu'on va concevoir avec eux. L'autre point, c'est effectivement qu'il y a un ou des contextes d'utilisation, ça on l'a vu, et qu'il y a une ou des tâches à effectuer. Et l'idée, la vraie réussite d'un dispositif qui soit service ou produit, c'est qu'on puisse l'utiliser avec efficacité, efficience et satisfaction. Satisfaction nous amène assez rapidement vers une approche émotionnelle. C'est pas totalement aussi simple que ça, mais on commence à glisser vers l'émotionnel et on commence là à vraiment consolider une expérience utilisateur si l'ensemble des éléments qu'on a installés au niveau de l'interface et même au-delà avec l'écosystème général qui est déployé, donc également ça peut être dans le domaine physique avec des plaquettes, avec des choses comme ça. Si tout ça est mis en place, on consolide vraiment une belle expérience utilisateur. Au niveau des méthodologies expertes, je pense que ceux qui sont dans la salle, il n'y a pas de surprise, connaissent tout ça, donc je vais pas le détailler. Mais voilà, on a ces champs d'activité, ces outils, ces méthodes qui sont communs. On les utilise, alors peut-être avec des nuances, peut-être avec des accents mis peut-être plus sur une approche informatique d'un côté, peut-être plus une approche psychologique de l'autre, et qui fait qu'on va peut-être travailler un atelier de tri par carte de manière un peu différente en fonction de nos formations et de nos sensibilités. Mais dans le fond, ce qui importe, c'est surtout le résultat de ce qu'on produit, plus que de la méthode, dès l'instant où c'est fait vraiment avec bienveillance et empathie lorsqu'on crée les éléments. Les outils, bien évidemment, là aussi, vous les connaissez, qui font référence à ce que je disais juste au-dessus. On utilise des méthodes qui nous permettent de produire des outils qui eux-mêmes permettent d'aller plus loin avec toute la dimension liée à l'éditorial, liée au graphisme visuel. Voilà, donc on travaille sur ces éléments partagés. Une petite chose, je ne sais pas si vous le savez, mais on a également des ours qui sont parents. Donc bien évidemment, il y a l'ours du livre qu'on a évoqué au-dessus. Mais Alan Cooper, qui est un ergonome également, a un ours. Alors lui, c'est plutôt une approche un peu différente. Il parle d'un ours dansant qui porte un tutu et en fait qui aborde le fait que très souvent dans les entreprises, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais ça l'était quand même un peu plus dans les années 70-80, dans les entreprises, lorsqu'il y avait un projet, on va dire web, qui était mis en place, c'était le service informatique forcément qui le faisait. C'était des profils très techniques et qui étaient en capacité de produire des interfaces, des interactions, des composants particuliers qui fonctionnaient très bien, qui permettaient d'aboutir d'un point donné à un autre à la réalisation d'une tâche telle qu'on l'avait prescrite. En revanche, le moyen pour y accéder pouvait être complètement aberrant parce que porté par une dimension technique. Et c'est là où Cooper dit justement que voilà, on peut se retrouver avec un ours en tutu qui danse à côté de nous et qui ne choque personne.
parce que justement on laisse complètement l'approche technique guider, là où au contraire il faut aller plutôt sur l'utilisateur, sur l'humain. Donc voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil avec les ours. Donc est-ce que nos professions sont vraiment jumelles? Eh bien presque. Alors je vais, pour le coup, je vais simplifier. Il y a un vrai point différenciant à mes yeux. Donc c'est vraiment la simplification à outrance. On pourra en discuter après si vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Mais voilà, en gros, l'architecte d'information va traiter de l'information elle-même, sur la manière de la trouver, sur la manière de la manipuler, sur la manière de l'organiser et de la restituer, alors que l'ergonome va plutôt en faciliter l'accès à cette information. Bonjour. Oui, donc, tout à l'heure, je vous disais que par rapport à cette notion de journée mondiale, on a quand même, en France en tout cas, c'est vrai que c'est moins exact outre-Atlantique, mais on a quand même des lacunes en termes de reconnaissance de certains métiers. On est aujourd'hui en 2015, on a toujours des gens qui nous regardent avec des grands yeux quand on va leur parler justement d'architecture de l'information, d'utilisabilité, des choses comme ça, dans des entreprises qui pourtant sont rompues à produire des dossiers informatiques, des applications, des dossiers web. Et pourtant, alors en partie en France, grâce au master unique qu'on a à Lyon d'ailleurs sur l'architecture de l'information, on possède quand même une bonne maturité au niveau de la pratique, au niveau même de l'expérience. Ça, c'est des faits qui sont là. Mais en revanche, au niveau des phases de production, lorsqu'on est justement en analyse, en conception, très souvent l'architecte d'information n'est pas intégré, n'est souvent même pas là. J'ai envie de dire, pire que tout, ça peut être un ergonome, ça peut être un chef de projet également qui va réaliser cette architecture de l'information. Avec ce qu'on a vu avant, ça nécessite quand même des connaissances non négligeables non seulement pour bien comprendre et appréhender les limites de l'humain, mais également pour pouvoir organiser. Si on n'a pas ces méthodes, c'est compliqué de réaliser une bonne architecture de l'information. Et je vois encore passer beaucoup d'interfaces, et même il suffit d'aller sur Internet pour s'en rendre compte, qui ont si on parle juste de l'arborescence par exemple, qui ont encore des arborescences qui sont aberrantes aujourd'hui en termes du nombre d'entrées, qui ne respectent absolument pas ni les standards, ni nos limites physiologiques. Quand on sait que par exemple on a une tendance à retenir et à gérer 4 éléments dans une liste, au-delà on commence à passer en surcharge cognitive. J'exagère à peine, mais donc c'est toujours important de penser à cette simplification. Et quand on voit aujourd'hui encore des sites où sur une entrée, souvent les sites d'ailleurs de mairie ou les institutionnels vont mettre 10, 15 entrées parce qu'il faut que tout soit vu, mais au final rien n'est vu. Et un architecte de l'information qui arrive là et qui arrive à poser avec son discours et avec ses méthodes une approche beaucoup plus pragmatique et efficace, vendue et expliquée au client, il l'achète sans aucun souci. Aujourd'hui, il y a vraiment un point au niveau du discours que je trouve qu'il faut qu'on améliore. Alors moi, je le dis justement pour ma propre activité, qu'il faut qu'on améliore et qu'on propose et qu'on travaille beaucoup plus sur cette visibilité, sur cette importance de l'architecture de l'information au sein des projets, que ce soit pour du web ou pour de l'application. Je notais également qu'on parle des fois encore de nouveaux métiers. Alors c'est vrai que si on regarde 96 pour vraiment la formalisation telle que l'ont vu Rosenfeld et Morville, ça fait 20 ans. Mine de rien, c'est plus vraiment un nouveau métier. Les nouveaux métiers aujourd'hui, c'est les nouveaux métiers liés au big data, c'est
il y a 15 jours, il y avait une conférence où une personne justement disait que l'un des nouveaux métiers à venir, ça me fait beaucoup sourire, c'était pilote de drone, militaire ou civil, mais que dans les années à venir, il y allait avoir des formations qui allaient être proposées là-dessus. Donc on ne peut pas vraiment parler de nouveaux métiers. Et voilà, en étant honnête, l'ergonome, on a aussi un travail, on va dire, d'évangélisation à effectuer. Parce que très souvent, lorsqu'on se présente, quand on ne sait pas trop le métier qu'on fait, on nous imagine soit accroché à des post-it qu'on répartit un peu partout sur les murs, ou soit à produire des wireframes, des maquettes filaires en noir et blanc à la volée. Ce n'est pas tout à fait aussi simple, tout comme vos métiers. Et donc, pour moi, le rôle de l'architecte de l'information est complètement essentiel et doit être complètement intégré non seulement à un projet, de conception, de site ou d'application, dès l'instant où il y a une interface, parce que, comme on l'a vu, il y a énormément d'éléments communs au niveau de la méthodologie, au niveau des outils, mais l'approche qu'on va placer va donner une richesse à l'ensemble du projet, et on va pouvoir se répartir les étapes vraiment en fonction de nos richesses et de nos spécificités de nos métiers. Et donc, je me dis que c'est tellement essentiel que ça pourra nous permettre d'innover et de repousser un peu les limites. Si on repart sur de l'architecture physique, on peut voir que les architectes, eux, ils ont aussi des bases très classiques, hein, on peut le voir autour de nous, mais pourtant, ils peuvent oser complètement casser les codes du métier et arriver à quelque chose qui est tout sauf, on va dire, carré, en termes de base d'architecture, on n'y est pas. Et pourtant, ça fonctionne. Et pourtant, les personnes... Alors, c'est un chalet qui se trouve en Slovaquie, donc pour en profiter, il faut voyager un peu. Mais en tout cas, les remarques de ceux qui sont allés dans ce chalet ont tous adoré non seulement l'approche en arrivant de l'extérieur, en se demandant un peu comment allait fonctionner, parce que de l'extérieur, il est complètement tordu, on a l'impression qu'il a été jeté dans la neige, mais à l'intérieur, ils vivent une expérience vraiment fantastique, parce que tout a été pensé dans les plus petits détails, pour qu'au final, il y ait des jeux avec les lignes, etc. Sur le numérique, c'est exactement la même chose, on est en capacité de le faire. On le voit fort heureusement, il y a encore beaucoup d'innovations avec Internet, mais je crois qu'on peut aller encore plus loin. Et pour aller plus loin, ça se travaille vraiment par un partenariat, par un travail vraiment main dans la main. Et c'est également tout ça essentiel pour aussi répondre aux nouveaux usages. Je montrais au niveau de tout ce qui était objet connecté. On ne peut pas simplement arriver comme ça et en fonction de nos préférences ou de nos connaissances se projeter dans la conception d'un objet connecté qui soit vraiment à forte valeur ajoutée si tous les bons profils ne sont pas autour de nous et si on ne travaille pas tous ensemble. Donc, je voulais terminer sur cette approche de l'expérience utilisateur, sur ce qui fait qu'on va agir sur l'émotion. Donc agir sur l'émotion, c'est pas évident et en même temps c'est assez facile. Je pense que là dans la salle, on peut très vite trouver un moyen d'énerver quelqu'un ou au contraire le faire sourire sur une interface, sur un élément médié. Donc c'est parfois un peu plus difficile, donc il faut arriver à le faire justement avec une forme de bienveillance. C'est bien pour ça que dans les outils qu'on utilise, on a toute cette dimension d'observation directe, toute cette dimension d'ethnographie qui nous permet d'aller chercher de manière concrète avec des méthodes qui sont avérées de l'information sur ce que nos utilisateurs, donc internes ou finaux, ont dans la tête pour vraiment comprendre leur représentation mentale et pour pouvoir ensuite créer un dispositif qui ressemble à ce qui est attendu et à l'activité qu'on va chercher à faire produire sur le dispositif. Donc, par rapport à cette notion, je reprends une citation de Donald Norman qui très, très simplement dit « Si vous n'avez pas
vous pouvez accéder à un service avec une utilisabilité, une ergonomie très pauvre, mais si j'arrive à produire ce que je viens chercher, ça va passer. En revanche, je peux avoir la meilleure ergonomie, la meilleure utilisabilité possible. Si ce que je viens chercher ne m'amène rien, au final, non seulement je ne vais pas être engagé, mais en plus je ne vais pas vivre une expérience positive. Donc, comme quoi, on a une formule qui est assez simple pour faire fonctionner et pour créer les jalons qui vont permettre l'expansion de l'expérience utilisateur. C'est une bonne architecture de l'information à la base pour cadrer. C'est ensuite une bonne ergonomie, travail sur l'utilisabilité et une approche autour de l'expérience utilisateur pour vraiment être en capacité de générer de l'émotion. Donc, quand je donne cette formule, j'aurais pu rajouter des éléments, mais ça allait trop compliqué. Bien évidemment, il y a d'autres champs qui interviennent, il y a d'autres profils, il y a d'autres professions. Mais en gros, alors, il y a eu énormément de représentations. J'aurais pu reprendre également celle de Jesse James Garrett pour parler de l'organisation tel un écorché en fait, d'un dispositif et puis voir comment tous les profils pouvaient intervenir. Mais voilà, pour moi, l'expérience utilisateur ne se crée que en cumulant un certain nombre d'éléments, un certain nombre de connaissances et en les intégrant dans le dispositif dès l'instant où, bien évidemment, on s'est attaché à comprendre et à anticiper ce que voulait le client, le consommateur ou l'utilisateur. Quelques exemples de choses. Alors aujourd'hui, il y en a dans la salle, mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai, mais à l'époque où les premiers MacBook comme ça sont sortis, il y a eu, enfin Mac Air d'ailleurs, il y a eu de vrais engouements. Enfin, la marque Apple profite vraiment d'une notoriété et d'un engagement qui est vraiment très fort. On est presque sur une approche tribale. Lorsque l'on vient acheter Mac, on reste chez Mac. C'est un peu comme Harley. Ça c'est quelque chose qui dure, en tout cas pour l'instant, au niveau du marché. On verra si ça se maintient, mais en tout cas, l'offre telle qu'elle était offerte au niveau du produit, au niveau des services qu'ils proposaient, faisait que l'expérience était vraiment, vraiment très forte. On peut l'avoir également sur des objets physiques. Donc ça, c'est Stark qui a designé un classique presse citron, merci, pour justement montrer qu'on pouvait amener de l'innovation, on pouvait amener de l'expérience autour d'un objet quelque peu banal. Sur le versant plutôt qui là nous intéresse peut-être plus, alors j'ai pris voyagesncf.com parce que j'estime qu'ils ont fait une telle progression en peu de temps qu'ils méritent d'être là. Voilà, aujourd'hui, ils ont des équipes d'ergonomes assez importantes. À ma connaissance, ils n'ont pas d'architecte de l'information dans les équipes, mais en tout cas, ils sont formés à ça. Voilà, ils ont réussi à travailler une interface qui permet de prendre en compte non seulement les tâches qu'on vient effectuer, qui sont en général dans un contexte où il faut que ça aille assez vite, et on n'a pas envie de passer des heures et des heures à remplir un formulaire comme c'était le cas avant pour pouvoir se prendre un billet de train. Mais ils ont également pensé tout l'écosystème numérique, et notamment avec les applications qui permettent de prolonger en fait l'expérience qu'on a sur le site si on décide d'acheter à partir du site, mais de pouvoir retrouver ces billets électroniques directement sur l'application. Et ce maillage permet d'aller et venir sur l'ensemble des écrans et du matériel dans tous les sens. Autre objet expérientiel, je ne sais pas si vous les avez testés. Voilà, les Google Glass sont quelque chose qui ont été en tout cas présentés comme une innovation qui elle-même retravaillait complètement l'approche qu'on pouvait avoir sur la navigation, sur les commandes qu'on passait à une IHM. Bon,
personnellement, pour les avoir testés, je n'ai pas été convaincu. Peut-être qu'il y a encore des choses à améliorer, mais voilà, ça fait partie de ces choses-là qui en tout cas font vibrer les personnes qui les utilisent. Et souvent, ce qui est intéressant dans l'expérience utilisateur, c'est que l'émotion commence. L'idéal, c'est quand l'émotion commence avant même d'avoir accès aux produits ou aux services. C'est-à-dire simplement par bouche à oreille, on commence à entendre parler d'une innovation, d'un objet qui va arriver sur le marché et qui va vraiment commencer à exciter les neurones des personnes et qui vont, au moment où ça va sortir, qui vont pouvoir se projeter et aller l'acheter. Bon, là, pour le coup, on ne peut pas vraiment parler de succès commercial, mais on verra si ça change dans quelques années. Il y a d'autres éléments qui sont en train d'être produits, pas forcément par Google. Dernière chose, c'est donc aussi tout ce qui est lié au marché des nouvelles interfaces autour des objets connectés, que ça soit en domotique, mais que ça soit également, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une balance, que ça soit avec des montres connectées qui permettent de nous dire si on a bien dormi, notre pouls, etc. Alors pour la petite anecdote, Donald Norman a fait un papier incendiaire sur une montre, je ne citerai pas la marque, mais vous pourrez la retrouver sur son blog. Il est plutôt jeune, vous l'avez vu sur la photo, il a des problèmes cardiaques. Et donc il avait cette montre qui gardait jour et nuit en se disant au moins je sais si j'ai un problème, je vais être alerté. Et en pleine nuit, il se fait réveiller, la montre qui bip. Donc il se réveille un peu en catastrophe, il se demande ce qu'il a, il se demande s'il est encore en vie. Et il vérifie, en fait, la montre n'avait juste plus de piles. Et juste d'avoir mis, par exemple, la même sonnerie que d'une alerte ou une absence de piles a fait qu'il a eu une peur monstrueuse, il a renvoyé la montre le lendemain. Donc, plein de choses qui sont fascinantes, avec de vrais enjeux et qui impliquent vraiment, justement, là encore, des expertises que nous portons avec nos métiers et qui peuvent éviter justement ça parce qu'on a les connaissances, on a les compétences et on a les outils pour empêcher ce type de mésaventure. Donc en conclusion, on est un peu des magiciens parce qu'on arrive à rendre tout ce qui est invisible, tout ce qui est produit justement par l'informatique, par la pensée, on arrive à lui donner un versant complètement tangible, logique, accessible. Et c'est aussi ce qui nous permet de travailler vraiment toute la dimension émotionnelle en allant chercher, en allant observer les usages et l'activité produite, en allant ensuite intégrer avec un certain nombre de règles et de respect de standards une interface, une application et de pouvoir ensuite délivrer le service une fois qu'il a été testé et amélioré aux utilisateurs qui vont l'utiliser et pour que ça se passe vraiment bien, qu'il y ait cette notion de satisfaction et que ce travail sur l'émotion. L'émotion, bien évidemment, lorsqu'on arrive à la déclencher, derrière, très généralement, alors qu'elle soit positive ou négative, ça entraîne toute cette dimension de bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'est comme sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de tel pour pouvoir communiquer à grande échelle. L'idéal, c'est quand c'est positif, sur un produit, sur un service, pour que les gens viennent l'utiliser. Et donc le dernier point, c'est qu'on est vraiment sur une approche multidisciplinaire. On est innovant parce qu'on arrive également à se tenir en permanence sur le sommet de la vague du marché, des nouvelles technologies, des nouvelles tendances, et que ça nous permet aujourd'hui de porter une réelle différence dans nos métiers et qui nous permet de dire que voilà, sans nous, c'est peut-être prétentieux, mais je ne pense pas. Sans nous, la qualité de ce qui serait produit sur Internet ou sur des supports informatiques ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc simplement, pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à travailler de plus en plus ensemble. Donc aujourd'hui, c'est une formidable journée pour pouvoir
faire connaissance, pour pouvoir échanger, pour pouvoir peut-être commencer à innover sur des choses, mettre en place peut-être des temps de réflexion, de réunion à venir, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire sur plein de niveaux, et j'espère que vous serez tous d'accord pour aller dans ce sens-là, parce que je pense que l'avenir pour nos métiers et autour de notre propre passion passe par là. Voilà, je vous remercie et je vais donner la parole à Alain.